Bonjour, je voulais revenir aujourd'hui pour parler d'un auteur qui a complètement marqué mes dernières années en tant que lectrice, mais aussi en tant que femme, en tant qu'immigrée, en tant que transfuge, etc. Euh, Il s'agit d'Édouard Louis, donc vous avez bien vu le titre. C'est très compliqué pour moi de parler d'Édouard Louis parce que c'est une lecture qui... Déjà, c'est une écriture de l'intime. Et du coup, ça convoque à son propre intime. Et du coup, c'est d'autant plus compliqué d'en parler, de mettre les mots, d'arriver à tenir à la fois une certaine pudeur et en même temps, il y a des choses qui sont à dire et il faut les dire. Bref, cet équilibre, il est compliqué. La première fois que j'ai lu Édouard Louis, c'était en 2015, je crois, quand est sorti son premier livre, En finir avec Eddie Bellegueule. Donc, bon, Eddie Bellegueule, c'est son vrai nom. Édouard Louis est son pseudonyme. Donc, c'est quand même assez dingue de commencer. Donc, c'était un ouvrage autofictif, voire autobiographique. Et c'est quand même assez dingue, je trouve, ne serait-ce que de commencer sa carrière d'écrivain, son cheminement d'écrivain en commençant par faire le deuil de son identité civile et de naître du coup sous le nom d'Édouard Louis. En finir avec Eddie Bellegueule, c'est aussi, dans ce livre, c'est aussi en finir avec la virilité mortifère, avec les violences, avec l'intolérance. La première fois que j'ai lu, oui, ce livre, je l'ai refermé parce que la première page est très, 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 très violente. C'est-à-dire que j'ai encore la sensation du crachat sur mon visage parce que le livre commence par ça. Ça commence par Edouard, enfin Eddie, quand il est jeune et qui se fait cracher dessus parce qu'il est homosexuel. Et du coup, ça commence par cette scène qui est vraiment, mais tellement... C'est dit avec beaucoup de... C'est très cru, et en même temps, c'est dit avec beaucoup de simplicité, de naturel, et donc c'est d'autant plus touchant, et vraiment, j'ai encore cette sensation de crachat, perso. Bref, c'est tout Édouard Louis, en fait. C'est dit avec tellement de simplicité, de crudité, mais sans voyeurisme, en fait. Vraiment, c'est ça qui est assez incroyable aussi chez Édouard Louis, c'est qu'il est capable d'écrire des choses très intimes, mais on n'a pas l'impression d'être voyeur, on n'a pas l'impression que c'est... Enfin, de temps en temps, j'ai l'impression qu'il fait juste un constat des choses. Et alors oui, ça peut nous gêner, et ça nous gêne, mais c'est juste un constat des choses, quoi. Et d'ailleurs, j'avais refermé le livre, et ensuite, je l'avais vu parler, je crois que c'était dans la grande librairie. Il parlait de son viol, du viol qu'il a subi et dont il parle dans Histoire de la violence. Et la manière avec laquelle il parlait de son viol, j'avais l'impression qu'il ne l'avait pas vécu. En fait, je me suis dit, mais pendant une seconde, j'ai eu un moment de... attends, là, ok, il parle de viol dans son livre. Est-ce que c'est un livre, enfin, est-ce que c'est un récit fictif, ou est-ce que c'est de l'autofiction, ou est-ce que c'est vraiment une autobiographie? Enfin, vraiment, il a une manière d'aborder les choses avec une sorte de... C'est pas de la placidité, c'est forme peut-être limite enfantine, mais avec tout ce qu'il y a d'honorable, enfin, avec aucun mépris, vous voyez, c'est quelque chose, voilà, il se passe ça, voilà, il s'est passé ça, et ensuite il y a eu ça, et puis il y a eu ça, enfin voilà, enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est très, ça coule naturellement. Il a vraiment vécu ça, il a porté plainte contre ce viol, il s'avère que celui qui l'a violé est un immigré, fils d'immigré ou immigré algérien. Du coup là, encore une fois, et c'est l'une des volontés de l'écriture d'Édouard Louis, et c'est une écriture qui est politique, c'est une écriture qui s'inscrit dans la directe lignée de Bourdieu, d'Annie Ernaux, une écriture du coup politique, et le fait de représenter ce... Enfin, oui, enfin, c'est vraiment de montrer que violence et
et catégorie sociale et immigration sont des questions qui sont liées. Elles sont intrinsèquement liées, non pas parce que le migrant est une figure violente, mais parce que il y a une sorte de connexion de plusieurs facteurs sociaux qui finissent du coup par créer cette violence, par créer cet autre type de langage qui est la violence. Et c'est complètement bouleversant de lire. En plus, il a toujours une façon de raconter vraiment. Enfin, par exemple, dans l'histoire de la violence, vous avez un entrelacement de voix. Du coup, lui raconte son viol, et puis il entend sa sœur raconter à son mari son viol, et puis on l'entend aussi, on assiste aussi au moment où il raconte du coup l'agression, enfin ce viol du coup à la police, et du coup vous avez plusieurs discours sur le viol, plusieurs instances de narration qui font qu'on l'entend de plusieurs, oui, avec plusieurs échos différents, et donc ça donne une œuvre vraiment polyphonique qui tourne autour du même point aveugle qui est cette violence. C'est vraiment grâce à l'écriture d'Édouard Louis et à l'univers qu'il crée qui est très accessible. Parce que c'est ça aussi Édouard Louis, c'est qu'il est en fait dans une simplification de choses hyper complexes. Et c'est aussi... voilà, c'est ce qu'on... Et on le retrouve en fait dans son écriture. Parfois, on peut lui reprocher peut-être une forme de didactisme dans son écriture parce que tout tend vers un projet, enfin, tout tend, oui, vers une forme de leçon, mais une leçon nécessaire. J'ai pas lu son 3e livre qui était Pourquoi j'ai tué mon père ? Pourquoi j'ai tué mon père, je crois. J'avais peur. Alors, j'ai pas l'habitude de lire tous les livres d'un auteur déjà. Ça, voilà, c'est très rare que je lise plusieurs livres d'un même auteur ou d'une autrice. Et j'avais peur que ce soit redondant avec En finir avec Eddie Bellegueule, puisque c'était aussi une façon d'en finir avec le père. Et du coup, et d'ailleurs, ça pose, enfin, les choix d'Édouard Louis posent aussi des questions de représentation des autres et comment écrire l'autre, c'est-à-dire est-ce que j'ai le droit de tout raconter, est-ce que j'ai le droit de exposer En finir avec Eddie Bellegueule et l'histoire de la violence m'avait tellement touchée et oui, m'avait tellement bouleversée que j'ai étudié des passages, des extraits de ses œuvres avec mes lycéens de l'époque. C'était dans le cadre d'une séquence qui s'intitule Comment parler de la violence en littérature. Donc j'avais fait une sorte de groupement de textes avec donc l'histoire de la violence, En finir avec Eddie Bellegueule, Annie Ernaux, parce que c'est grâce à Édouard Louis que je me suis mise à lire Annie Ernaux. Donc Annie Ernaux, c'était toujours celui dont je parle, les armoires vides, pardon. Avec La nuit sacrée de Tahar Ben Jelloun. Et je crois qu'il y avait un autre. Donc voilà, donc c'était Comment parler de la violence. Et en fait, ce qui en ressort, c'est que Édouard Louis, il a cette façon de parler de manière très crue, en même temps très palpable et en même temps très douce de la violence. J'ai été particulièrement touchée par En finir avec Eddie Bellegueule parce que déjà j'ai trouvé ça génial de commencer son écriture par une fin et par une renaissance. Il arrête de s'appeler Eddie Bellegueule et maintenant c'est Édouard Louis. D'en finir avec le père, le père monstrueux, le père horrible, d'en finir avec la virilité mortifère, d'en finir avec une certaine forme de littérature qui rentre dans les rangs. Parce que c'est ce que dit aussi Édouard Louis de la littérature et je trouve ça très puissant, et d'ailleurs il le redit plus ou moins ici. Il dit que pour écrire il faut commencer à se demander ce qui a été laissé de côté par la littérature, et il le reprend ici. Il dit: on m'a dit que la littérature ne devait jamais tenter d'expliquer, seulement illustrer la réalité, et j'écris pour expliquer et comprendre sa vie. On m'a dit que la littérature ne devait jamais se répéter et je ne veux écrire que la même histoire encore et encore, y revenir jusqu'à ce qu'elle laisse apercevoir des fragments de sa vérité, y creuser un trou après l'autre jusqu'au moment où ce qui se cache derrière commencera à sointer. On m'a dit que la littérature ne devait jamais ressembler à un étalage de sentiments et je n'écris que pour faire jaillir des sentiments que le corps ne sait pas exprimer.
On m'a dit que la littérature ne devait jamais ressembler à un manifeste politique. Et déjà, j'aiguise chacune de mes phrases comme on aiguiserait la lame d'un couteau. Effectivement, on peut d'ailleurs reprocher, je pense qu'on peut reprocher ça à Édouard Louis, ce côté peut-être un peu didactique dans son écriture, parce qu'il nous montre ce qu'il y a à voir, et il nous dit clairement, en fait, oui, voilà, il nous dit clairement ce qu'il dénonce politiquement et socialement. Et peut-être que... Et il est capable en fait de simplifier, de rendre simple et accessible des choses, des idées qui sont tout à fait complexes. Alors bien sûr, il s'inscrit dans la droite lignée de Bourdieu, il s'inscrit aussi du coup dans la lignée d'Annie Ernaux comme je l'ai dit. Et c'est assez... Et oui, effectivement, ces textes font texte et font politique et font société. Et il dénonce, et vraiment ce qui est au cœur de sa réflexion, c'est la violence. La violence sociale et toutes les formes de violence. Ce qui a été assez incroyable pour moi dans cette lecture, dans cette découverte d'Édouard Louis, et c'est aussi pour ça que j'ai acheté ce livre qui se concentre justement sur la question la question de la femme, d'une femme, c'est justement le fait que je me sois sentie, mais complètement, je me suis complètement identifiée à Édouard Louis et à l'écriture de son enfance. Alors que on n'a rien à voir. Mais vraiment, c'est-à-dire que c'est un jeune homme, il est homosexuel, il est né en France, il a grandi dans un petit village du nord de la France. Et voilà, on n'a strictement rien à voir. Et pourtant, il m'a permis de mettre des mots sur une violence que je ressentais, une violence dans mon identité, que jusque-là, je ne devinais que très peu. Comment dire ? Je ne savais pas que j'étais transfuge. C'est lui qui m'a permis de comprendre le mot transfuge. Enfin, je ne savais pas, vous voyez. Je savais que j'étais différente. Enfin, je ne me rendais pas compte de toute la violence qui était l'école pour moi. Alors, je m'explique. Je suis arrivée en France, j'avais 6 ans. Je suis rentrée à l'école et déjà, je ne comprenais pas la langue. Ensuite, la culture, je ne la connaissais pas non plus. Alors, j'ai quand même eu de la chance d'avoir des parents qui, même s'ils ont été déscolarisés très, très, très tôt, dans leur pays d'origine et pour des raisons socio-économico-politiques, j'ai eu de la chance qu'ils aient quand même l'idée du livre comme sacré. Voilà. Donc, j'ai grandi avec l'idée que le livre était sacré. Bon, de toute façon, on retrouve dans pas mal de familles, en fait, de ce niveau social, quand même s'il n'y a pas forcément de livre à la maison. Et mon père avait déjà lu, c'était un lecteur. Ma mère se définissait aussi en tant que lectrice. Alors, ça faisait des années qu'ils ne lisaient plus, mais ils ont lu. Il y a eu ce passif. Et du coup, j'étais pas complètement déconnectée de ça, même si je ne savais pas du tout... Enfin, je n'avais pas les noms, en fait, en littérature. Je n'avais pas cette culture. Et du coup, tout ce que j'apprenais, tout ce que je découvrais à l'école, je me disais, bah oui, je ne connaissais pas parce que, en fait, je suis algérienne. Mais en fait, j'ai compris que ce que je ne connaissais pas, les choses que je ne connaissais pas, je ne les connaissais pas, ok, certes, parce que j'étais algérienne, mais surtout parce que je n'étais pas de la même classe sociale. Et du coup, petit à petit, on comprend du coup que la culture de l'école, c'est pas la culture universelle telle qu'on veut le faire croire, ou telle qu'on le dit, mais c'est une culture bourgeoise. Ça d'ailleurs, moi j'en parle pas très bien, hein. Celle qui en parle très bien sur YouTube, je pense qu'il y a Daria, c'est ça ? Elle en parle très très bien. Et du coup là, je me suis rendu compte en lisant Édouard Louis que nous avions cela en commun. Et que la culpabilité que je ressentais vis-à-vis de ma famille, le fait d'avoir un langage que non pas, alors je parle pas du langage soutenu, hein, je parle pas du tout de ça. Mon père d'ailleurs raffole des termes soutenus et littéraires et complètement artificiels quand ils sont utilisés dans un discours du quotidien. Donc je parle pas de ce genre de langage.
Mais à un moment, j'ai compris que à la maison, on savait plus ce que je faisais, quoi. Étudier des textes, faire des recherches en littérature, ce genre de choses. Et j'ai beaucoup culpabilisé en réalité. Édouard Louis, cette culpabilité, il l'a pas tant ressentie à son jeune âge parce qu'il a été rejeté par sa famille en tant qu'homosexuel et du coup, il l'a vécu plutôt comme une forme d'émancipation et comme une forme de vengeance. Il le dit clairement dans ses textes. Moi, ça me faisait juste triste. Et oui, et formuler tout ça, c'est assez compliqué et assez complexe. Et c'est quelque chose que je vis au quotidien aussi avec mes élèves parce que on est à peu près fait du même bois. Sauf qu'on n'est pas dans le même univers. Enfin, j'ai eu la chance, je sais pas, la possibilité, enfin bref, j'ai eu le fait de fréquenter. Enfin voilà, je dépendais d'un lycée qui était. C'était un château. D'un lycée très entre-soi bourgeois, donc j'ai été tout de suite confrontée aussi à quelque chose qui n'était pas moi, mais pour moi c'était pas d'abord des bourgeois, pour moi c'était d'abord des Français, donc si on était différents, c'est juste parce que c'était français. La première fois que j'ai entendu parler de l'existence de l'école Sciences Po, j'avais 16 ou 17 ans, vous voyez. La classe prépa, je savais pas du tout ce que c'était, et ça c'est pas parce que je suis algérienne, c'est parce qu'en fait je viens d'une autre catégorie sociale. Il y a ça, après je l'ai compris plus tard quand je suis arrivée en prépa, etc. Mais d'ailleurs j'ai pas fait la prépa tout de suite après le bac non plus, hein. Enfin bon. Mais du coup voilà, il y a quelque chose comme ça de très intime chez Édouard Louis qui convoque à une forme d'universel et d'universalité, et on se dit d'un coup comment une femme issue de l'immigration peut vivre, peut avoir en commun des souvenirs avec un homme homosexuel du nord de la France. C'est aussi ça, je pense, qui est assez fort dans dans l'écriture d'Édouard Louis, c'est qu'on arrive à cette forme d'universalité et d'intimité. Je sais, c'est toujours les mêmes mots que je répète, mais c'est vraiment ça ce que je ressens quand je le lis. Et aussi, en lisant en fait l'expérience d'un jeune homosexuel qui grandit du coup dans une région plus isolée, dans une communauté qui fonctionne dans un entre-soi, et du coup qui rejette frontalement cette identité, bah, c'est fou comme ça se rapproche de ce que c'est aussi qu'être une femme. Et de vivre avec certains interdits ou d'avoir grandi avec certains interdits. Donc c'est pour ça que là, pour son dernier livre, donc Combat et métamorphose d'une femme, donc après le père, Édouard Louis écrit sur la mère. Et encore une fois, il touche à une forme d'universalité, il touche à une forme d'universalité parce qu'il dit aussi une vérité. Et je me souviens d'une interview, je crois, ou d'un article dans lequel il avait dit avant de se mettre à écrire, il faut s'interroger et se demander ce que la littérature a laissé de côté. Et voilà, il est dans les côtés, il est dans les marges. Voilà. Alors, pardon, je reviens donc juste sur l'idée... parce que je le sais maintenant, ils ont construit ce qu'ils appellent littérature contre les vies et les corps, comme le sien. Parce que je sais désormais qu'écrire sur elle et écrire sur sa vie, c'est écrire contre la littérature. Donc ça rejoint une idée de prendre ce qui a été laissé de côté, écrire pour mettre en avant ce qui a été laissé de côté par la littérature. Donc dans Combat et métamorphose d'une femme, on voit comment sa mère a connu donc deux hommes différents, et que ces deux hommes pourtant différents l'ont assujetti, l'ont mis dans une forme de soumission. Et Édouard Louis s'excuse, enfin présente aussi ses excuses à sa mère, parce que lui-même en tant que fils a reconnu que lui aussi en tant que fils à certains moments a comment dire, provoqué chez sa mère a fait subir à sa mère une forme de violence. Il y a aussi une forme d'écriture sommative, je sais pas, je l'appellerai comme ça parce que il dit beaucoup en très peu de mots, en très peu de phrases, et il résume
En fait, donc on peut dire que c'est peut-être caricatural d'un certain côté, mais vous voyez, il résume tout plusieurs pans de vie en très peu de phrases, comme dans leur nouvelle situation, l'agressivité de mon père a atteint des niveaux extrêmes. Elle et lui venaient en réalité de fractions différentes de la pauvreté. Tout le monde dans sa famille à elle était ouvrier d'usine, son père adoptif, son frère, sa sœur. La famille de mon père était beaucoup plus pauvre, alcoolisme, handicaps mentaux, prison, chômage. Du fait de cette différence, mon père considérait qu'avec l'arrivée de 2 nouveaux enfants, la famille de ma mère aurait dû nous donner de l'argent. Comme il ne le faisait pas, mon père s'énervait et parfois il l'empêchait de les voir. Elle ne savait pas conduire et il refusait de l'accompagner jusqu'au village où il vivait. Lui, quand il avait trop bu. Ta famille, c'est une famille de sales juifs, ils méritent une bonne dose de gaz. Donc il y a une sorte d'accumulation de plusieurs faits et de plusieurs choses. Et tout est dit en fait. En fait, on a l'impression que c'est un compte rendu, des faits. Il n'y a pas vraiment... vous voyez, les choses les pires choses sont dites de manière tout à fait banale. C'est une suite de phrases, ça s'amoncelle, les violences s'amoncellent, les propos racistes et inaudibles se juxtaposent aux agressions physiques. Enfin, c'est vraiment... et tout ça, en fait, c'est ça, en fait. C'est très dur. Et en même temps, tout est dit de manière très douce. Et il parle de sa mère, par certains moments... alors, on enlève... Oui, par certains moments, j'ai l'impression qu'il parlait un peu de la mienne. Et beaucoup de mères, en fait. Il parle de cette... il interroge du coup la question de qu'est-ce qu'être une femme et qu'est-ce qu'être un homme. J'ai aimé aussi dans ce livre, c'est le rapport au corps et à la corporéité. Donc telle corporalisation, je sais pas quel mot employer. Que j'apprécie vraiment le fait que le corps soit... que la question du corps soit relevée, mais qu'elle ne soit pas utilisée pour montrer les choses de façon crue et triviale. De façon triviale, le corps pour le corps, vous voyez, ou de façon érotisée ou fantasmée, etc. Non, simplement on rappelle cette idée du corps et puis Édouard Louis pose des questions essentielles. Qu'est-ce qu'être un homme ? Qu'est-ce qu'être une femme et qu'est-ce qu'être un homme ? Et je vais terminer là-dessus. Alors, déjà par rapport à la question de qu'est-ce qu'être un homme, parce que Édouard Louis, du coup, dit est-ce qu'être un homme, c'est pouvoir échapper à la peur d'être agressée sexuellement. C'est comme ça qu'on définirait du coup une femme quand elle sort à la peur. Il dit moi je n'en ai pas été épargnée. Donc qu'est-ce qu'être un homme ? Et ce que j'ai adoré aussi, c'est ce qui m'a profondément émue, c'est cette phrase qui dit j'ai commencé ton histoire, donc il s'adresse à sa mère, j'ai commencé ton histoire en voulant raconter l'histoire d'une femme, mais je me rends compte, ton histoire est celle d'un être qui luttait pour avoir le droit d'être une femme contre la non-existence que t'imposait ta vie et la vie avec mon père. Et jusque-là, j'ai toujours... cette phrase, pour moi, elle est très importante parce que longtemps, j'ai pensé que être féministe, c'était lutter pour les droits des femmes, lutter contre les violences faites aux femmes, lutter pour qu'un terme comme féminicide ne veuille plus rien dire, en fait. Qu'il n'y ait plus besoin d'un mot spécial pour parler du fait qu'on tue une femme parce que c'est une femme et pas juste parce qu'elle est là ou juste parce qu'elle est humaine ou juste parce qu'elle est femme. Bref, et en fait, peu à peu avec les années, je me suis rendu compte que peut-être le vrai combat du féminisme, c'était justement de donner la possibilité aux femmes d'être femmes. Et en réalité, souvent, en tout cas moi dans mon expérience, on est souvent empêché de l'être. Enfin, je voulais parler d'un passage qui m'a bouleversée dans ce livre parce qu'il dit énormément de la misère sociale. Alors, l'écriture d'Édouard Louis en général est assez, je dirais sommative, c'est-à-dire qu'on a souvent l'impression
qu'il résume en fait plusieurs années, plusieurs générations, enfin voilà, qu'il les résume en très peu de phrases et donc on a l'impression que ça passe très vite. En 4-5 lignes, il va faire passer 10 ans de violence, 10 ans de... Et parfois, il va s'arrêter sur des petits détails et on pourrait se dire mais c'est complètement insignifiant, mais en fait ça révèle mais énormément et du coup il y a cette scène-là que je voudrais vous lire. La fois où elle a reçu le courrier multicolore. J'avais 12 ans. À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait une lettre directement adressée à elle avec son prénom dessus. Chère Monique, vous avez été sélectionnée pour un tirage au sort exceptionnel. Répondez à ce courrier et vous gagnerez peut-être la somme incroyable de 100 000 euros. Nous nous sommes regardés tous les deux, les yeux écarquillés. Elle a fait une moue avec ses lèvres et elle m'a dit « Ça a l'air vrai, non ? Si c'était de l'arnaque, ils n'auraient pas mis mon prénom. Ils n'auraient pas pu le savoir. » Je lui ai dit que j'étais d'accord avec elle. J'étais convaincue par son raisonnement et je l'ai encouragée à répondre. Pendant qu'elle remplissait le formulaire à côté de moi, je pouvais sentir l'adrénaline monter en nous deux. Elle remplissait les cases une par une avec soin. Nom, prénom, adresse. Je la voyais s'appliquer à faire des boucles sur les L et sous les J. Essayer de reproduire l'écriture la plus belle et la plus appliquée possible. Entre deux cases, elle relevait la tête vers moi et elle chuchotait. Imagine, on gagne les 100 000. Elle m'a fait promettre de ne rien dire à mon père. Elle savait qu'il se fâcherait s'il l'apprenait et je lui ai juré que bien sûr je ne lui dirais rien. J'étais heureux de pouvoir lui cacher quelque chose avec son consentement à elle, comme si j'entrais dans le monde des adultes. Quelques jours plus tard, j'ai ramassé le courrier qui venait d'arriver et j'ai reconnu dans le tas une nouvelle enveloppe colorée. J'ai couru vers elle, je hurlais « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu !» Elle a ouvert l'enveloppe, ses doigts tremblaient. La lettre disait « Vous êtes plus proche que jamais des 100 000 euros, Monique. Envoyez un chèque de 5 euros pour avoir 2 fois votre nom dans l'urne du tirage au sort et ainsi multiplier vos chances de gagner. » Elle a mordu sa lèvre inférieure du bout des dents. Ça vaut le coup, non ? Si on gagne 100 000, ça vaut le coup de perdre 5. Je secouais la tête comme un fou. Oui, 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 fais-le. Elle a envoyé le chèque et quelques jours plus tard, nous avons reçu un nouveau courrier qui nous demandait un nouveau chèque pour peut-être gagner un grand écran de télévision, un écran plat haute définition en attendant le grand tirage au sort. Nous l'avons envoyé et puis un autre encore. À chaque nouveau courrier, je sentais mon rythme cardiaque s'emballer, mais après la 4e ou 5e lettre qui demandait encore un chèque, elle a compris et j'ai compris avec elle que tout n'avait été qu'une arnaque. Elle a soupiré. Bon, je crois bien qu'on s'est fait avoir. Ou alors on a mal vu. C'est eux qui nous demandaient 100 000 euros en chèque de 5. J'ai rêvé encore quelques jours de ce que notre vie aurait pu être avec ces 100 000 euros. Et puis je n'y ai plus pensé. Et j'y repense aujourd'hui. J'aurais jamais pensé ressentir autant d'émotions dans une description de quelque chose qui paraît comme ça très anodin et qui est pourtant révélateur de toute la misère sociale. Encore une fois, c'est un détail et c'est un détail qui est très révélateur et qui d'un coup fait percevoir toutes les stratifications de la misère et de la pauvreté. Ça m'a rappelé aussi une autre scène qui m'avait bouleversée, c'est dans Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl. Ce moment où Charlie, vous savez, ouvre une tablette de chocolat en espérant qu'il y ait le billet d'or, enfin le ticket d'or. Et cette manière d'ouvrir la tablette de chocolat et de croquer doucement. Et enfin, vraiment avec le froid autour et la neige. Je l'ai lu il y a très longtemps, hein, je devais avoir 10 ans peut-être ou 11 ans, je sais pas, mais c'est une scène qui me reste encore en tête. Et j'y pense d'ailleurs à chaque fois que je mange du chocolat. Et je sais pas, il y a une... Vraiment, l'écriture d'Édouard Louis, je sais que ce n'est pas que sur moi, il a quelque chose de très sensible. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, l'idée que la littérature doit nous faire ressentir des choses que le corps ne peut pas dire, mais c'est incroyable. Et je crois qu'il le réussit vraiment. Et d'ailleurs, quand j'ai fait étudier à mes élèves des extraits de son livre, et notamment d'Histoire de la violence, où il y a un viol
un viol homosexuel. Alors c'était dans un lycée où déjà la question de l'homosexualité est compliquée. Et du coup, la question du viol d'un homme aussi, même certains sont là, ah bon, c'est possible, donc voilà. Mais je leur en veux pas du tout, hein, c'est pas, je suis pas du tout en train de les critiquer, hein, je pose juste un contexte. Et du coup, par contre, je leur lisais pas les parties du viol parce que ça reste des enfants, ça reste des mineurs, ça reste très compliqué d'aborder. Enfin voilà, donc je leur ai dit, nous on va étudier le passage juste après. Et ils m'ont demandé en fait de lire ce passage et du coup je l'ai lu, donc, le passage du viol en tant que tel. Et il y a eu c'était un moment qui était plein d'émotions et de pudeur, parce que c'est ça aussi, encore une fois, et j'insiste, dans l'écriture d'Édouard Louis, effectivement, il parle de choses très intimes, effectivement, il parle crûment, et il dit vraiment ce qu'il a subi dans sa famille, ce qu'il a subi dans son village. Et effectivement, il parle de ses parents, il parle de son père, de ce qu'il fait, de son frère, il parle d'alcoolisme, de brutalité, de violence domestique. Mais je trouve que ce n'est jamais voyeur. Alors on peut lui reprocher ça. D'ailleurs, je sais qu'à un moment, il y a eu des articles sur ça, comme quoi les personnes de son village s'étaient plus ou moins retournées contre lui et qui n'acceptaient pas ça. Et je comprends tout à fait, c'est toujours difficile hein, d'entendre ce genre de choses. Il y a une expression en algérien, j'ai envie d'y penser, qui dit smatni ou sakh ou dnia, ce qui veut dire tu m'as fait entendre les saletés de mon oreille. Et ça, on l'utilise pour dire voilà, que tu m'as fait entendre l'inaudible, quoi, que tu m'as fait entendre des choses que je n'avais pas à entendre ou que je ne voulais pas entendre. Et je trouve que Édouard Louis, c'est ce qu'il fait. Et encore une fois, même si parfois ça peut paraître caricatural, parce que vous savez, quand il fait, comme j'ai dit tout à l'heure, ces bilans un peu où il va énumérer en quelques phrases, il va sortir les pires choses, encore une fois les violences, l'alcoolisme, etc. Et il va peindre ça en parlant d'une personne ou d'une famille, il va raconter comme ça, il va résumer leur vie en quelques phrases, et c'est très lapidaire. Et du coup, on peut se dire qu'il y a une forme de caricature sur les insultes enfin voilà, sur le côté macho de son père, le côté, enfin macho, ce mot il est horrible, on va dire phallocrate, c'est mieux. La phallocratie, l'antisémitisme, le racisme en général. Et du coup, on se dit non, mais c'est un amas de clichés en fait. Et il y a aussi ça hein, c'est aussi ce qu'interroge son écriture, le rapport entre le cliché et l'écriture. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour des choses dont je voulais parler. C'est encore une fois très compliqué pour moi cette vidéo parce que ça convainc vraiment quelque chose de très intime et très personnel. Et oui, et c'est vrai que je m'en étais jamais rendu compte à ce point, mais parfois on vous pose la question quel est le livre qui a bouleversé des choses en toi, et je pense que les livres d'Édouard Louis, il y a quelque chose qui me bouleverse, et il y a eu, je pense, un avant-après pour moi dans mon étude de certains phénomènes littéraires, disons. Donc voilà, j'espère que vous avez lu Édouard Louis, que vous avez envie de le lire, que je n'ai pas trop dit de bêtises. J'espère que vous avez j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, je peux mettre les chaînes de Daria du coup dont j'ai parlé en barre d'infos. Parce qu'elle parle très bien du transfuge, etc. Et encore une fois, je voulais juste préciser que le concept de transfuge est quand même très complexe. Merci beaucoup pour ceux qui sont restés jusque-là. Et à bientôt.